Bienvenue dans Frame, le podcast qui explore les vies multiples. Ici, on tend le micro à des chefs d'entreprise, des créateurs et des personnalités publiques afin qu'ils nous partagent leur histoire. Leur point commun, une double vie, où passion et projets professionnels se mêlent. Frame est là pour mettre en avant leur histoire hors du commun. Préparez-vous à découvrir des parcours inspirants, parfois atypiques, toujours passionnants. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Frame, le podcast qui met en avant les doubles personnalités de mes intervenants. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Daria. Bonjour Daria. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu en quelques mots, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Daria, comme tu l'as déjà dit. Je suis formatrice indépendante, principalement dans le secteur de la communication digitale. Et je suis également chanteuse et guitariste dans un groupe de rock. Énorme. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours ? Par où tu as commencé le chant ? Quand est-ce que tu as commencé la formation ? Et qu'est-ce qui t'a donné envie de mélanger les deux ? Oui, bien sûr. Donc, j'ai commencé le chant quand j'avais à peu près 7 ans. On a découvert que je savais chanter lorsque j'étais en vacances avec mes parents. Tout simplement, on était au camping, il y avait un karaoké. Et je ne sais pas trop ce qui m'est passé par la tête, mais je me suis inscrite. Et il s'est avéré que je savais chanter. Voilà, donc ça a un petit peu scotché tout le monde. Moi, la première. Donc moi, j'étais à fond sur ma scène de camping, évidemment. T'as 7 ans, tu fais le show. Et quand je suis sortie du truc, mes parents étaient là en mode « Ah ouais, genre comment ça, tu sais chanter ?» tu vois. Donc ça a commencé par là et j'ai jamais arrêté depuis. Donc ça fait plus de 20 ans maintenant que je chante tout le temps, tous les jours, à quasiment chaque minute de ma vie. Et pas que sous la douche, quoi, du coup. Et clairement pas que sous la douche, ça fait bien chier tout le monde. Mais non, je chante à peu près tout le temps, donc dans la voiture, et puis donc j'en ai fait mon activité artistique à côté de mon travail. Et pour la guitare, là, j'ai commencé à l'âge de 12 ans. En fait, évidemment, j'ai toujours voulu jouer de la guitare, et un jour, mes parents m'en ont acheté une. J'ai commencé en autodidacte sur YouTube, avec des cours, des tablatures, et j'ai jamais pris de cours de quoi que ce soit, donc ni de chant, ni de guitare. Et petit à petit, j'ai gagné un peu en niveau, donc c'est pas exceptionnel, mais pour moi, ça me suffit. Et voilà pour la musique. Et du coup, t'es dans quel registre ? Alors, mon registre actuellement, c'est le dark rock, donc c'est pas un terme que j'ai inventé, mais on va dire que c'est ce qui correspond le plus à ma musique. Le dark rock, c'est du rock très triste, voilà. Okay. Très, très sombre, parce que mes paroles sont extrêmement sombres en termes de texte, donc je chante exclusivement en anglais. Et on est sur un registre un petit peu lent, un peu lourd au niveau des batteries, des guitares. Voilà, donc c'est ça la représentation du dark rock. Ça tend un peu vers le métal parfois, mais assez rarement. Et ça fait juste partie de mes goûts personnels, en fait. C'est un choix parce que c'est le type de musique que j'écoute, donc j'ai voulu le retrouver également dans ma pratique musicale personnelle. Nickel. Et du coup, pour la formation ? Et donc pour la formation, donc un peu moins intéressant parce que forcément, c'est complètement différent. En fait, c'est complètement différent, mais c'est vrai que ma passion, elle est plus importante psychologiquement pour moi, on va dire. Mais pour la formation, alors c'est pas du tout venu automatiquement. Au départ, j'ai fait un bac L. Donc quand il y avait encore des bacs L, il fut un temps de mon grand âge. Voilà. Donc j'ai fait un bac L qui m'a mené à une licence de lettres modernes parce qu'à l'origine, je voulais travailler dans le secteur de l'édition. Donc je voulais éditer des livres, sauf qu'au milieu de mon parcours, j'ai réalisé que c'était un secteur extrêmement bouché, que je n'y arriverais jamais, en fait, concrètement. Donc je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais faire de ma vie. Et j'ai découvert la communication, totalement par hasard. Donc je ne connaissais absolument pas cet univers. J'étais même pas inscrite sur les réseaux sociaux à part Facebook, quoi. Enfin, donc, attention, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose d'autre. Il n'y avait pas grand-chose, mais il y avait quand même Snap et Instagram, et j'avais même pas ça, quoi. Je crois que mon compte Instagram, j'ai dû le créer en 2017. Donc c'était vachement tard par rapport à tout le monde, ouais. Clairement. Et en plus, je partageais des trucs random, des vacances. C'est horrible. C'était la base d'Insta au début. Ouais, je sais, mais en fait, quand je revois mes premiers posts, je me dis, oh mon Dieu, mais pourquoi tant de hashtags, tant de phrases philosophiques. Horrible, vraiment la honte. J'en ai archivé la plupart, parce que c'était vraiment pas possible à regarder. Enfin bref, donc je connaissais rien aux réseaux sociaux, et j'ai vu une formation qui s'appelait Master Communication et Édition Numérique. Donc moi, je vois édition dedans. Je me dis, édition littéraire ? Pas du tout. C'était Adobe. Non, mais globalement, c'était Adobe, Photoshop et puis Web, quoi. Okay. Donc c'était ça, l'édition pour eux, surtout sur le plan du graphisme.
Et donc je débarque un peu là-dedans et je n'y connaissais rien. Donc le premier cours, je m'en souviens très bien, ils ont parlé de matrice SWOT et autres. Et donc pour moi, SWOT, c'était « Mais qu'est-ce que tu es en train de me raconter ? Pourquoi 4 lettres, là, ça a une importance en fait ?» Et, et vraiment, j'étais perdue. Ah, mais vraiment, je regardais mes camarades qui étaient là en mode « Oh, c'est bon, on a déjà vu et tout. » Moi, j'étais là « Non, moi, je n'ai jamais vu. S'il vous plaît, expliquez-moi parce que je suis trop perdue. » Donc j'ai dû rattraper tout mon retard par rapport à toutes les autres personnes. C'était un peu fastidieux la première année, mais en deuxième année, c'était tranquille. En plus, je me suis fait des potes qui m'ont aidé entre-temps. Et j'ai voulu me diriger vers un poste de chef de projet web. C'est ce que j'ai fait lors de mon stage de fin d'études. Donc, j'étais chef de projet web dans une agence. J'ai continué en CDD là-bas. Puis, j'ai eu un premier CDI dans ce milieu. Donc, je m'occupais en gros de la création de sites web, mais simplement dans le pilotage des équipes qui la créaient. C'était pas moi qui en étais à l'origine. Je coordonnais simplement les projets, en gros. Mais ça m'a trop plu. Donc j'ai voulu retourner dans de la communication plus généraliste. J'ai été donc chargée de communication dans 2 boîtes. Donc j'ai trouvé un double CDI. C'était demi-temps, en fait. En gros, 2 entreprises qui s'étaient mises d'accord pour me partager la moitié de la semaine. Et c'est ça que j'ai fait pendant 2-3 ans. Jusqu'à ce que je pète un câble. Vraiment, J'en ai marre. Allez tous vous faire voir, c'est bon, je m'en vais. Franchement, c'était à peu près ça. Autant les conditions de travail étaient plutôt correctes, mais je me voyais plus en fait avec une hiérarchie, j'arrivais plus à avoir quelqu'un qui me dicte ce que je devais faire de ma vie, de mon métier, sachant que c'était quand même moi qui étais à ce poste-là, et pas des personnes complètement random. Donc ça me frustrait un petit peu. Et j'ai voulu arrêter. Donc j'ai quitté un de mes 2 CDI. Parce qu'à la fin, ça se passait un peu mal. J'ai commencé la rédaction. Donc, j'ai commencé la rédaction web avec une partie référencement. Et ça m'occupait bien. Et puis, tu retrouvais un petit peu ce lien aussi avec, avec l'édition, quoi. Exactement, avec l'édition. 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 Décidément, je n'arrive plus à parler. Voilà. Attends. Donc, avec l'édition et la rédaction de manière générale, parce que j'ai toujours écrit, j'ai toujours adoré la littérature. Donc c'était un petit peu retrouver mes origines là-dedans. Et au final, j'ai proposé à mon ancien directeur de master s'ils avaient besoin de quelqu'un pour des cours à la fac. Et il m'a dit bah oui. Et donc je me suis dit d'accord, bah facile en fait, il suffit de demander et on te dit oui, bizarrement. Donc il m'a dit oui, j'ai commencé les cours et puis j'y ai pris goût, quoi. Vraiment, j'ai adoré travailler avec des classes, pouvoir enseigner quelque chose, mais surtout échanger en fait avec des gens qui puissent m'apprendre en retour, parce que l'enseignement c'est ça avant tout. C'est pas moi qui dicte simplement quelque chose, c'est vraiment c'est un échange. Voilà. Ouais, mais surtout dans le niveau supérieur, je trouve que en fait au final t'as pas cette hiérarchie prof-élève, enfin prof-étudiant ou prof-alternant, etc. Je trouve que c'est vraiment c'est des professionnels, t'es professionnel, c'est juste que du coup vous faites 2 choses différentes et t'es là pour leur apporter des compétences et du coup bah tu vas leur apporter autant qu'ils t'apportent à toi, parce que du coup tu vas monter en compétences aussi, quoi, et c'est ce que je trouve super intéressant avec la formation. Donc, oui, c'est ça, parce que toi tu le fais également, donc oui, tu vois tout à fait que c'est ce type de choses. Et puis on a aussi la chance, tous les deux, d'être quand même assez proches en âge des étudiants. Bah, plus toi que moi, pour le coup. Moi, bientôt... je pas déjà pris pour un étudiant. Oh, mais t'inquiète, on me prend tout le temps pour une étudiante. Pour l'instant. Dans quelques années, je pense qu'on n'en parle plus. Mais cette proximité, elle les aide aussi, j'ai l'impression, à pouvoir plus faire confiance, un petit peu plus se livrer sur certains points et t'aborder plus facilement aussi, parce que s'ils ont des problématiques, ils auront un peu plus de facilité à aller vers moi que vers quelqu'un d'autre. Ce que j'apprécie énormément, parce que j'ai besoin en fait qu'ils me fassent confiance dans mon travail, parce que moi je suis vraiment là pour les aider. Et ça c'est la partie que je préfère. C'est vraiment pas l'enseignement, c'est ce contact avec les étudiants et les étudiantes en fait. Et ça je le chéris de fou dans mon métier. Donc j'aimerais, si un jour je fais plus ça, j'aimerais quand même garder un espèce de lien humain de cette manière. Alors je sais pas trop dans quel secteur d'activité, on verra bien où la vie me mène, mais en tout cas ça c'est ce que j'adore dans mon taf, quoi. Mais j'étais pas forcément destinée à être prof. C'était pas la carrière qui me faisait rêver à l'origine, même si j'ai quand même voulu passer mon doctorat pour enseigner à l'université à l'origine. Et au final, je me retrouve quand même à la fac, même si j'ai pas de doctorat, donc c'est pas grave. D'une manière ou d'une autre, je suis arrivée là où je le voulais pour l'instant. Ok, bon bah en tout cas déjà c'est le principal. Ouais. Est-ce que tu peux me donner 3 valeurs qui te correspondent? Ah ouais, chaud. 3 valeurs qui me correspondent. 3 valeurs pour décrire Daria. Peu importe. Des valeurs ouais, 3 générale. valeurs qui te correspondent. Je dirais l'honnêteté, parce que je suis quelqu'un qui aime bien être franc avec les autres. Voilà. J'estime que je suis une personne franche qui dit la vérité, même si elle n'est pas forcément facile à entendre.
En tout cas, j'essaye un maximum de le faire. Donc l'honnêteté. Putain, faut trouver 2 autres valeurs là. Ouais. Mais ça peut être que tu appliques dans ton business tous les jours, des choses qui te correspondent et des valeurs que tu as aussi avec certains de tes clients, peut-être. Je n'ai pas de valeur. C'est ça. Je suis le pire être humain sur Terre. Ne m'embauchez pas, voilà. Franchement, conseil d'amis. Non, franchement, super pub. Ouais. Ah, mais je cherchais pas à faire de la publicité, t'as pas compris. Ouais, tu vois. Non, quelle honnêteté. L'humour, c'est une valeur, non? Ouais, l'humour, c'est une valeur. Ça L'humour peut être comme l'humour. autodéfense? Non, ça va pas être une de mes valeurs. L'authenticité. J'essaye d'être moi-même le plus possible, même si je sais que parfois ça dérange. Parfois, mon comportement ne passe pas avec certaines personnes. Okay. Je le sais bien, parce que je peux paraître comme étant un petit peu trop amicale. Bah alors auprès des étudiants, ça passe. Ouais, auprès de certains types de clients, pas forcément. Mais c'est pas grave, okay. ça fait le tri naturellement. Ouais. Donc je dirais, honnêteté, authenticité. Et tu vois, le fait d'être amical, j'ai jamais eu le problème, moi, avec mes clients. C'est vrai? Ouais. Mais... En fait, tous, le tutoiement, il vient super facilement et genre, tu te retrouves limite un peu comme en famille. Ouais. Alors que ça reste un client et tu sais faire la part des choses ou quoi, mais c'est vrai que j'ai encore jamais eu ce type de problématique. Mais même avec des gros contrats, comme j'ai pu avoir, que ce soit avec Audi, Clarins ou quoi, c'est vrai que le tutoiement vient super facilement et ouais, j'ai jamais eu ce problème. Non, mais c'est un truc de fou. Ça dépend vraiment des clients, quoi. Non, mais vraiment, parce que moi, on m'a déjà reproché de tutoyer mes étudiants, tu vois, par exemple. Ce qui pour moi est... Enfin, ce qui est aberrant, c'est de les vouvoyer. Parce que justement, je trouve que le vouvoiement, il met une espèce de hiérarchie. Donc, encore une fois, je l'ai dit précédemment, je déteste la hiérarchie sur tous les plans possibles et imaginables. Donc, pas de vouvoiement, en fait, c'est pas possible. Je ne peux pas les vouvoyer. Donc, je leur demande quand même si eux le préfèrent. Parce que j'ai quand même cette notion de respect. Troisième valeur, le respect, voilà. Ouh, c'est bon, ça vient. Non, mais voilà, j'ai quand même cette notion de respect. Donc, s'il y a certaines personnes qui préfèrent se faire vouvoyer pour une raison ou une autre, évidemment, je la vouvoierai. Mais sinon, non, jamais de la vie, mais on me l'a déjà reproché. Donc, pas les étudiants, mais certains autres formateurs. Quand je me souviens, quand j'étais au collège, il y avait certains profs qui nous vouvoyaient, tu vois. Ouais. Et moi, je trouvais ça bien. Mais c'est vrai que quand t'as le même âge qu'eux, et que tu veux pas mettre cette barrière, en fait, c'est pas parce que tu tutoies qu'il n'y a pas de respect. Non, mais et moi, c'est ce que je leur dis, c'est vous m'appelez oui. Kylian et vous me tutoyez, c'est pas qu'il y aura pas de respect. Tant que tout est dans le respect, pour moi, ça me va, tu vois. Ah, bah oui. Et je vois pas pourquoi on te reproche de tutoyer tes étudiants. Mais je pense que justement, c'est cette proximité, tu vois, qui est pas forcément appréciée, parfois de la part de certaines personnes. Alors, j'ai déjà essayé de me faire des théories, tu vois. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont un peu jalouses parce qu'elles n'arrivent pas à instaurer cette proximité, elles n'ont pas le petit truc qui fait qu'on les apprécie, donc elles vont se dire ah putain ouais mais elle fait chier, elle essaie d'être pote avec eux. Quand tu compares, enfin genre t'as un jeune âge, c'est tes débuts dans la formation, enfin peu importe depuis combien de temps tu formes, tu restes avec un jeune âge, faut réussir aussi à te faire respecter par tes étudiants. Et du coup si tu commences tout de suite à mettre la barrière du vouvoiement alors que t'as genre 4-5 ans de différence avec eux ou à peine plus, je pense que ça va commencer à devenir problématique sur plein de points. Ben, c'est ça. Et surtout quand j'ai commencé à enseigner, donc là j'avais vraiment le même âge qu'eux. En fait, j'ai mine de rien commencé assez vite. Donc je devais avoir peut-être 24 ans, tu vois, 23, 24, donc comme toi aujourd'hui. Ouais, pareil. Mais j'ai commencé par une classe de master, tu vois. Donc les masters, ils avaient mon âge, concrètement. Et c'était trop bizarre, c'était vraiment trop bizarre. J'avais l'impression de moi sortir de ma promo et de rentrer dans une nouvelle promo, en plus super sympathique. Donc t'as l'impression d'appartenir à un espèce de clan. Donc aujourd'hui, évidemment, je prends en année, donc mon âge s'éloigne. Mais malgré tout, ça, je veux quand même le garder, quoi. Et j'ai quand même des étudiants qui m'appellent madame, parce qu'ils ont l'habitude, donc j'essaie de leur dire non, s'il vous plaît. Alors, Daria, c'est bien. 15 ans dans les dents. C'est bien, tu vois. Mais toi aussi, on t'a déjà appelé monsieur. Hier. Ah non, pépite. Hier, j'étais en cours. C'était des groupes. Et j'ai un étudiant qui dit non, mais le monsieur, il a dit ça. Le monsieur. Wow, le monsieur. Oh, le combo. Non. Le combo, il est destructeur. Kylian, Horrible. Ou alors, le prof. Même si le prof, j'aime pas trop encore. Mais le monsieur, soldat à terre. En plus, c'est vraiment la phrase de l'enfant de 5 ans. C'est le monsieur, il a dit ça. Bientôt, on t'appellera le maître. Ah non, vraiment, genre, j'étais là, il m'a acheté. Putain. Non, ça, c'est marrant. Mais je commence presque à m'y habituer, parce que... tu t'approches de l'âge d'une madame. Ouais, peut-être ça doit être ça, mais même je sais qu'il y a certaines personnes qui ont tellement l'habitude d'appeler tout le monde monsieur ou madame que je peux pas leur en vouloir.
Et parfois, il me regarde et dit non, pardon, Daria. Et je me dis non, mais en fait, si ça te fait du mal de dire mon prénom, je veux pas continuer à m'appeler madame, c'est pas grave. Ce sera juste une dague en plus dans mon cœur, c'est tout. Oh, mon Dieu. Mais non, c'est vrai qu'ils ont trop l'habitude avec les autres profs, justement, de les appeler par monsieur ou madame. Ouais. Et du coup, ils arrivent pas. Pas. Mais même quand tu sors du cadre des études et que tu les croises dans la rue ou quoi, ils t'appellent quand même. Ah oui, bien sûr. Bah oui, bien sûr, parce que sinon, c'est pas possible. Ils peuvent pas faire l'un ou l'autre. Ah, même après. Même après leurs études. Non, parce que j'allais dire oui, s'ils te croisent, je sais pas, au marché de Noël. Non, même après leurs études, c'est compliqué. Il y a toujours cette notion de c'était mon prof. C'était mon prof, en fait, c'est ça. Ok. Et après, en soi, je me mets à leur place. Et, aujourd'hui, je suis formé à l'IUT. Ouais. Du coup, mes anciens profs, c'est mes collègues. Je les vous vois encore et je les appelle par monsieur le nom de famille, tu vois. Putain, moi je me suis forcée, parce que justement mon ancien directeur de mémoire et de master, lui me tutoie maintenant, alors qu'avant il me vouvoyait. Et j'ai vu qu'il essayait quand même d'instaurer une petite proximité, donc je me suis dit ok c'est bon, vas-y meuf, lance-toi. Donc maintenant je l'appelle par son prénom, je le tutoie. Mais c'était une souffrance. Tu m'étonnes. Parce que pendant 2 ans c'était vraiment monsieur nom de famille, tu vois. Donc là, ça fait un petit peu bizarre, et puis on se claque des bises et tout. Enfin, ça, pour moi, c'est lunaire. Ah ouais. Mais vraiment... Sur quelle planète je suis? Ah non, mais de fou. Et quand je me dis, ah ouais, putain, d'accord, mais il m'a quand même dirigé de mémoire et tout. Enfin, mais c'est pas grave. C'est comme ça. La vie évolue, on change, et c'est cool. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de fierté aussi? Genre, est-ce que t'es pas un peu fier de te dire, j'ai commencé à former jeune. D'une part, tu t'es lancé jeune, que ce soit dans le chant ou dans la formation avec ta boîte et tout. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de fierté de te dire, ok, je suis jeune, je suis formateur, tous ceux qui n'ont pas cru en moi ou quoi, genre aujourd'hui je leur prouve que... Bah non, je suis formateur. Wesh. Alors, parfois oui, parfois j'arrive à me le dire. Mais il faut vraiment que je sorte de moi-même, tu vois, que j'ai une vision externe et que je me dise, ok, t'as quand même fait ça, à ton âge c'est pas mal. Surtout que j'ai différentes activités, parce que là on a parlé du côté formateur et rédaction, mais à côté je fais aussi du recrutement, tu vois, par exemple. Donc j'ai en gros 3 casquettes professionnelles, et quand je sors de mon personnage, je me dis ah putain, tu fais quand même beaucoup de trucs. Mais en vrai, je me dis toujours que je suis une merde, malgré tout, tu vois. J'ai un putain de syndrome de l'imposteur. Ah non mais vraiment, mais je sais que c'est le cas de tout le monde, c'est un vrai cliché. Je l'entends, je pense... au moins 2-3 fois par jour avec n'importe quelle personne avec laquelle j'échange. Et je sais qu'on est tous et toutes dans le même bateau, mais j'ai ce vrai syndrome, que ce soit en musique ou sur le plan professionnel, quoi. Parce qu'une remarque va me remettre en question ma vie entière. Tu vois, il y a quelqu'un qui va critiquer un micro-truc de ce que j'ai fait, je vais me dire « Oh putain, mais je suis une merde, je suis pas faite pour ce métier, t'as trop raison. » Alors qu'en fait, cette personne n'aurait même pas été capable de faire un tiers, un huitième de ce que tu fais. En vrai, la plupart du temps, oui. C'est juste quelqu'un qui va dire pourquoi t'as fait ça comme ça, moi j'aurais fait comme ça. Je fais oui, ben fais-le alors dans ce cas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Sur le coup, en fait, je vais être assez virulente et je vais me dire mais de quoi tu te mêles? Mais après, quand j'ai commencé à y réfléchir, je me dis oh putain, il avait peut-être raison. C'était moi, j'ai fait une erreur. Alors que non, en fait, on a juste 2 perspectives d'une même situation. Mais c'est toujours la manière de le dire aussi. Aussi. Parce que genre, ça veut pas dire que t'es contre les critiques. C'est juste qu'en fonction de la critique et comment elle a été tournée, genre forcément ça te remet en question et du coup tu deviens violent, mais t'as besoin de critiques quand même. Genre. Non, mais tout le monde a besoin de critiques. J'ai eu plein de critiques pour avancer. Heureusement que je les ai eues, parce que sinon j'aurais continué à répéter les mêmes erreurs. Mais par contre, il y a certaines critiques qui viennent de certaines personnes que je n'arrive pas trop à entendre, parce que je ne les respecte pas en fait sur le plan professionnel. Donc je me demande de quoi elles se mêlent, encore une fois. Mais malgré tout, il faut réussir à faire la part des choses, et ça, c'est pas facile. Non, c'est pas facile du tout. C'est le travail de ma vie entière. Ouais, je pense qu'un jour, t'auras plus cette barrière et que du coup, ça passera au-dessus de ta tête, tu vois. Mais genre, au début, t'as tendance, quand tu te lances, souvent à devenir un peu un but de ta personne, à dire ouais, voilà, et tout, et du coup, à pas accepter la critique. Et si tu l'acceptes pas tout de suite, c'est mort, ton business il coule. Ouais, non, clairement. Ton business il coule, t'auras des mauvaises critiques s'il continue, etc. Mais alors que si tu te remets en question, c'est justement là que tu vas progresser, parce qu'en fait, en réalité, même si c'est bien, tu te lances, tu progresses, t'es ambitieux et tout, en fait, tu connais rien. Oui. Tu sors des études, entre le monde des études et le monde professionnel, voilà. Et moi, j'ai eu la chance, on m'a vite remis en place, parce que Marion, ma mentor, elle m'a vite remis en place, parce que j'écoutais pas mes parents, tu vois. Bah ouais, mes parents me faisaient, ben non, pourquoi tu fais ça? Mais non, mais taisez-vous, vous y connaissez rien, tu vois. Alors qu'en fait, ils avaient complètement raison. Mais ouais, si t'acceptes pas la critique, tu vas vite échouer. Du coup, ouais, il y a certaines personnes qui sont vraiment safe place, tu vois, genre... qui sont vraiment à écouter. Ouais. Ou alors tu as des remarques en fonction de comment elles sont construites qui, faut écouter.
Mais sinon, oui, t'as des remarques. Ouais, en fait, c'est ça. Les haters, genre vraiment. Oui, ça se passe c'était au-dessus de ta un tête. peu le côté haters. Les remarques pour les remarques, ça non. Après, les gens qui te font grandir, les personnes qui t'apprennent, qui t'éduquent, enfin, éduquent entre guillemets, hein, mais quand même un peu professionnellement, je pense qu'on s'est tous et toutes fait éduquer par certaines personnes. Moi, j'ai des gens que j'ai toujours admirés et des personnes avec qui j'ai adoré travailler. J'ai systématiquement eu, dans tous mes boulots, que ce soit en CDI ou alors en tant qu'indépendante, un espèce de binôme, tu vois. Donc, c'était des personnes différentes, mais par contre, on arrivait toujours à trouver une cohésion, à se faire grandir l'un et l'autre, ou l'une et l'autre. Et c'était merveilleux de trouver des personnes comme ça. Mais c'est quand même assez rare. Et je chéris ces personnes-là, vraiment, fort. Bah, toi, tu les trouves peut-être du coup dans la formation, quand même avec tes collègues. Moi, je sais que chaque année, comme j'ai des clients réguliers, mais j'ai aussi parfois du turnover avec d'autres clients, et j'ai l'impression que j'apprends de chaque client. Genre, vraiment, j'ai été 3 ans avec un pote qui a une agence, qui lui, du coup, est un peu plus âgé et beaucoup plus de notions d'entrepreneuriat que moi. Lui, c'est vraiment le modèle business, tu vois. Moi, c'est juste, je fais de la photo pour le kiff, la photo vidéo pour le kiff, et j'en vis, voilà. Non, lui, il était vraiment tourné business, et je sais que lui m'a fait découvrir énormément de notions de l'entrepreneuriat, et à un moment, bah, ok, il faut accepter la critique, faut te remettre en question, et à un moment, c'est bien, tu vis de ta passion, mais il faut tourner ça aussi en mode, c'est une entreprise, il faut que ça perdure, il faut que ça dure dans le temps. C'est ça. Et du coup, c'est des remarques qui sont ultra pertinentes, parce que quand tu viens pas du milieu de l'entrepreneuriat et que tu te lances vraiment juste par pur plaisir pour en vivre, bah en fait, t'es un peu perdu, t'es un peu lâché à toi-même, tu vois. Non, clairement. Non, c'est super intéressant de s'entourer des bonnes personnes aussi, quoi. Mais ça, tu vois, c'est marrant parce que je l'ai vachement dans le côté professionnel. J'arrive sur le plan professionnel à me dire, ok, là, t'es en train de travailler pour un univers qui n'est pas forcément le tien sur le plan personnel, mais c'est pas grave. Tu vas réussir à apporter ton expertise, ta vision des choses pour mener à bien un certain type de projet. Mais par contre, sur le plan artistique et musical, ça, pour moi, c'est impossible. Je n'arrive pas à me dire, je sais ce qui fonctionne commercialement, donc je vais faire ça. C'est vraiment rédhibitoire. Je ne pourrais pas d'un coup commencer à faire du rap ou de la pop juste parce que la pop ou le rap, ça fonctionne mieux que le métal et le rock. Quoique, ces derniers temps, le rock et le métal, ça va. Ça revient un petit peu au goût du jour, mais je ne pourrais pas me dire ça pour ma musique. Alors que professionnellement, ça ne me dérange pas du tout d'être un espèce de caméléon comme ça, de m'adapter. Mais parce que je pense que dans la musique, c'est ta bulle. Oui. C'est ta bulle. T'as décidé de le commercialiser, etc. Mais ça reste ta bulle. Exactement. Ouais. C'est ton échappatoire à toi. Genre, du coup, demain ça va pas. Hop, tu vas composer, tu vas écrire, tu vas. Oui. Voilà. Non, mais de fou, comme tu chantes en anglais, je pense que cette barrière est importante aussi parce qu'au final, les gens ils aiment ta musique, mais la plupart comprennent pas les paroles, je pense. Non, bah en tout cas, pas sur le coup. Alors, souvent, on me demande, ouais, tu peux m'envoyer les paroles et la traduction. Je fais, oui, bien sûr. Et là, tu vas un peu déchanter. Tu fais copier-coller dans Google. Non, mais attends, j'ai quand même certaines personnes qui m'ont dit, ouais, sur scène, t'as dit ça. J'étais en mode, oh putain, t'as compris, trop bien. Vraiment excellent. Donc, ça me fait aussi plaisir. Mais c'est vrai que cette barrière, elle est importante. Alors, déjà, c'est un goût personnel, l'anglais, parce que j'apprécie pas trop. Joli, Oui, voilà, c'est un sentiment très très perso, encore une fois. J'écoute assez peu d'artistes français qui chantent en français. J'en écoute quelques-uns, par exemple Pomme. J'adore Pomme, voilà. Mais c'est un des seuls exemples que je peux te citer. Je l'ai toujours pas écouté en plus. Je la vois partout, mais je l'ai pas encore écouté. Mais je vais le faire. Faut que je le fasse, je sais. Mais donc Pomme, voilà, c'est une artiste que j'admire, que j'adore. Mais c'est à peu près tout ce que je peux te citer. Qui pourtant n'est pas du tout dans ton registre en plus. Ben, dans la tristesse quand même. On a la même mélancolie, mais pas du tout dans c'est pas du tout. Il y a pas de violence, je sais pas. Non, vraiment. Il y a une violence textuelle, voilà, sur le plan de l'émotion, mais sinon on n'est pas pareil. Mais c'est pas grave. J'aime quand même. Je l'écoute et puis même humainement, elle me semble merveilleuse, quoi. Donc voilà, je sais plus où j'en étais. Qu'est-ce que j'étais en train de raconter C'était la fin de ta phrase à peu près. Ouais, tu crois, mais on était sur la musique, c'est ta bulle. Oui, voilà. Donc en fait, effectivement, si je me réfugie là-dedans et que d'un coup je me dis, ok, mon refuge, ça devient quelque chose que je dois modeler autour des attentes des autres, ben c'est plus mon refuge. Et aussi, la musique, c'est une extension de ce que je suis concrètement. La musique, c'est mon âme mise sur papier, mise musicalement. Et puis j'ai des musiciens incroyables qui sont d'accord pour travailler avec moi et pour reconstituer les méandres de mon esprit. Donc ça, c'est super. Et tout ça, c'est l'extension de moi-même. Donc si je dois, encore une fois, me modeler autour de quelque chose, ça n'ira pas. Ça ira jamais. Non. Alors que professionnellement, ça va. Là, je suis OK. J'ai déjà travaillé pour des clients qui n'avaient absolument rien à voir avec des choses que je connaissais. Dans le cadre de mes CDI, j'ai aussi bossé pour des trucs qui sont complètement à l'encontre de
de ce que je suis, tu vois. Pas en termes de valeur, mais Mm. juste en termes de vente de produits. C'était des choses que j'utilisais pas, que j'achetais pas, que je mangeais pas, tu vois. Mais c'est pas grave. Tu peux quand même communiquer, Ouais. tu sais quand même comment le vendre, le truc. Mais musicalement, non, jamais. Puis ouais, comme dit, l'avantage c'est que comme du coup ta boîte dans la formation, Mm. l'édition et tout fonctionne, bah, tu peux te permettre aussi de moins chercher à faire du commercial Mhm. pour la musique. Oui. Oui. Ah oui, parce que je ne vis pas de la musique. C'est hein. vraiment une Pas activité du tout. Ah, non, secondaire. non. Je perds de l'argent avec la musique. En fait. Non, mais c'est vrai. Hein. Pour l'instant. Pour l'instant, oui. Rose to Touchons, zenith. touchons du bois, enfin touchons quelque chose. Touchons la jolie plante. Elle est jolie. Oh, Elle non, est vraie en arrête. plus. Ah oui, alors elle est vraie, Elle est vraie. mais elle est un peu bouffée par le chat. Ah, toujours le chat, c'est Toujours bien. le chat. Toujours le chat. C'est toujours le chat. Mais oui, non, je vis pas du tout de la musique. C'est une perte d'argent et c'est justement une passion. Pour l'instant, alors j'aimerais en vivre, idéalement. Là, on parle de double personnalité. J'aimerais un jour avoir une seule personnalité qui serait la musique. Donc je sais que c'est une utopie pour l'instant. Mais je approches m'autorise. doucement, Je sais pas. tu vois. Doucement, un peu plus, c'est vrai. Grâce à toi et ton travail, un peu plus. Mais sinon, un jour peut-être. En tout cas, je me mets pas de pression à ce niveau-là. Non, Et faut oui, pas. mon activité pro fonctionne. Bah, donc, en plus, faut pas te mettre la pression parce que si justement c'est ta bulle et si tu commences à te mettre la pression là-dedans, mhm. je pense que tu finis limite en burn-out ou Ah oui. alors en dépression. Ouais, c'est ça. Non, si je commence C'est à pas me le dire, but, ouais, quoi. putain, il faut de la rentabilité, il faut des dates, il Mm. faut sortir des singles Non, encore mais et c'est ce qui encore. fait ton authenticité sur la musique aussi. Donc, Ouais, je pense aussi que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà. comment t'as développé tes projets? Comment t'as communiqué sur tes projets musicaux? Sur mes projets musicaux. Ouais. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui t'es un peu plus connu qu'avant? Bonne Par quoi t'as question. commencé? C'est Vraiment, sûr. par quoi t'as commencé? Alors, j'ai commencé par la création d'une chaîne YouTube. J'ai créé ma chaîne YouTube en 2008. Alors, je sais pas si t'arrives à te dire chaîne YouTube 2008. C'était, je crois que YouTube, c'est 2004-2005. Ouais, j'allais dire le début du Ouais, YouTube. donc Quoi. il y avait vraiment très très peu de vidéos et des vidéos pas qualitatives du tout. Donc aujourd'hui, on trouve de véritables œuvres d'art sur YouTube. Quand j'ai commencé, c'était pas trop ça. Donc j'ai posté une toute première cover et en fait, ça a fonctionné. Je sais Ok. pas trop comment. Il y a eu un mix de YouTube et de Facebook parce que les gens repartageaient le lien. Donc j'ai eu plein de personnes complètement aléatoires qui venaient me dire ah, trop bien, tu chantes trop bien et tout. Sauf que j'avais 13-14 ans. Donc j'ai des... Ah oui, mais oui. Ouais. J'étais là en mode, ouais. J'ai eu 8, donc 8 ans. Mais non, en fait, il y a que moi qui suis en 2000. Il y a que moi qui suis 2000. Non, pardon. J'avais 13 ans, je crois. Ouais. Bon, je sais plus quel mois Ouais, j'avais mais ça posté la reste, ça vidéo, reste mais jeune, quoi. c'était à peu près ça. Donc j'avais des personnes de 40, 50 ans, ça qui venaient te DM sur Facebook en mode « Oh, jolie voix, jolie demoiselle ». J'étais là « Oula, mon Dieu, Oula. j'ai peur !» Non. C'est pas du tout ce que je souhaitais, vraiment, au départ. En plus, la vidéo est floue. J'ai même pas fait la chanson en entier, pour te dire. Hein, c'était vraiment filmé dans la chambre de mes potes de l'époque, qui ont vite fait mis une caméra en mode « Ah, vas-y, chante ça !» Et c'est là, « Ok, c'est bon, j'y vais !» Donc, je l'ai mise en ligne, et puis ça a bien marché, et j'en ai mis d'autres par la suite, et elles ont, encore une fois, bien fonctionné, parce qu'à l'époque, les vidéos n'étaient pas très nombreuses. On était quand même assez peu, au final, à faire des covers. Donc j'ai réussi à me placer un petit peu là-dedans et c'est là que j'ai gagné mon maximum d'abonnés en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, par rapport à l'endroit où je me situe musicalement, j'ai une chaîne YouTube qui est à peu près correcte. J'ai un peu moins de 2000 abonnés, donc c'est pas énorme, mais pour mon activité et pour le peu de trucs que j'ai postés, franchement c'est plutôt pas mal, ouais. Donc moi je suis très contente de ça. Et j'ai commencé par là, mais j'ai arrêté la musique pendant des années. En fait, ma dernière vidéo, elle datait de... je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était quelque chose comme 2015-2016. Et j'ai dû arrêter pendant un certain nombre d'années. J'ai plus fait de musique. J'étais dans des périodes assez basses dans ma vie, en plein dans les études, période de dépression pendant les études aussi. Enfin voilà, des trucs assez sombres qui me donnaient pas forcément envie de faire de la musique. Et j'ai repris en 2018-2019 quand j'ai rencontré en fait un de mes collègues qui est devenu un de mes meilleurs amis aujourd'hui, qui m'a dit mais meuf en fait tu chantes, tu fais de la guitare, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Vraiment, pourquoi t'as arrêté? Là non mais vraiment juste pourquoi t'as arrêté? Et donc il m'a franchement forcé la main de fou. Et je me suis dit bon vas-y c'est bon, je vais reposter une vidéo. C'est bon, tu m'as saoulé. Là tu m'as vraiment saoulé, donc je crois que fin 2018 début 2019 j'ai dû reposter quelque chose. Et là j'ai commencé à communiquer sur Instagram. Et ça a repris doucement. Mais je suis restée dans le secteur reprise, quoi. Jusqu'à ce qu'en fait, quelqu'un me contacte. Il avait repéré ma voix suite à une cover que j'avais faite d'un de ses potes, c'était un mec. Et ce mec m'a dit en gros, écris une chanson pour moi. Genre, j'ai une prod, Énorme. tu m'écris cette chanson,
Et moi, j'étais là en mode, j'ai jamais écrit de chanson. Il m'a dit, c'est pas grave, tu me l'écris quand même. Il se passe quoi dans ta tête à ce moment-là? À ce moment-là, je me suis dit, what the fuck, parce qu'en fait, cette personne, c'était vraiment pas n'importe qui, vu que c'est quelqu'un d'assez connu. Mais le projet, il n'est jamais sorti, en fait, donc je préfère pas dire son nom. Oui, Enfin, il est sorti, mais sous mon nom à moi. Ok. Donc c'est Breathe, du coup, que j'avais écrit, mais pas pour lui. Et quand lui, ce mec-là, donc un grand acteur des États-Unis, voilà, je dirais juste ça. Il n'y a rien de confidentiel, mais bon, on sait jamais. Voilà, c'est tout. On drop cette info. Je me suis dit, ah ouais, d'accord, j'avais 80 abonnés sur Instagram. Il m'écrit. Je reçois un DM d'un compte certifié, déjà trop bizarre. Pourquoi ? Et je vois tout un message, genre, ouais, j'adore ta voix, machin. Okay, donc c'était clairement pas un message automatique non plus, comme il y avait pu pas avoir du et tout. tout. Ouais. Et franchement, j'ai eu un bug, je pense, de 5-10 minutes devant mon téléphone en mode, il se passe quoi ? J'ai bien vérifié que c'était bien le mec que je croyais, que je connaissais, que je voyais à la télé ouais, et c'était tout. Pas une fake news, quoi. Non, c'était pas du tout une fake news. Et j'étais un peu tremblotante. Tu vois ce que je veux dire ? Tu sais, ouais. le corps dans un état un peu d'euphorie, d'adrénaline comme ça. D'excitation, de peur et de... Bah, je fais quoi maintenant ? Ouais, c'est ça. Genre, il va se passer quoi ? Donc j'ai répondu. Et je lui ai dit, oui, ok, hein, c'est parti. Donc on a écrit la chanson, on a bossé pendant des mois dessus. Donc les paroles se sont faites assez vite, mais après lui, il a retravaillé sa prod. Et du jour au lendemain, en fait, lui, il a fait un accident. Donc il a eu une commotion cérébrale. Il a passé des semaines et des semaines à l'hôpital et il a tout arrêté. Il fait plus du tout de musique et il a plus donné de nouvelles à personne sur rien. Donc même ses projets pro acting, ils ont été en pause pendant je sais pas combien de temps. Et là, j'ai eu des nouvelles de lui récemment. Mais ça faisait, du coup, 4 ans qu'on s'était pas parlé, quoi. Ah ouais, donc toi, t'avais passé à autre chose, t'avais évolué... moi, en fait, ça restait toujours dans un coin de ma tête en mode, putain, si ça s'était fait, ça aurait été sympa, tu vois. Ça aurait été stylé. Ça aurait été super cool. Mais ça ne s'est pas fait, donc au final, je suis passée à autre chose. Mais c'est quand même grâce à lui que j'ai commencé à écrire des textes. Donc je le remercierai durant toute mon existence. Non mais vraiment, et je lui ai encore redit il y a quelques semaines quand il a repris contact, je lui ai dit mais merci en fait. Vraiment merci, parce que sans toi j'aurais écrit aucune chanson. C'était l'élément déclencheur, quoi. C'est ça, exactement. Et donc après j'ai écrit Nothing, j'ai écrit Castle Stones et tout le reste. Et aujourd'hui j'en ai des centaines, voilà. Elles ne sont pas sorties, mais j'ai des centaines de chansons. Pourquoi elles sont pas sorties ? Parce que ça coûte cher de sortir des chansons, tu vois. Si, il y a quelqu'un qui veut produire tes musiques. Gratuitement, si possible, tu vois. Non, je rigole, bien sûr. Tout travail mérite salaire. Mais bon, j'aimerais bien. J'aimerais bien un terme. Et voilà. Encore une fois, je ne sais plus quelle était ta question à l'origine, mais... comment t'as développé tes projets ? Voilà, donc j'ai commencé par une chaîne YouTube, puis Instagram et cover. Et aujourd'hui, comment tu communiques autour de tout ça ? Ouais, alors aujourd'hui, je communique principalement sur Instagram, un peu sur Facebook. Facebook, c'est plutôt pour les événements ponctuels, du type date de concert, mais sinon, c'est vraiment Instagram au niveau des actualités. Donc, je continue de faire des covers parce que c'est quand même ce qui fait vivre musicalement. Je peux pas que partager mes chansons aussi. J'aime quand même reprendre les œuvres d'autres artistes. Mais et comment ça se passe en termes de droits d'auteur ? Il y en a pas parce que je gagne pas d'argent en fait dessus. Donc à partir du moment où toi t'es pas rémunéré, tu peux faire des covers. Tu peux faire des covers comme tu veux. Donc sur YouTube tu peux faire ça et toute la monétisation ne te revient pas à toi, elle revient à l'artiste. Donc quand il y a des publicités sur des covers, la plupart du temps c'est que toi t'es pas payé. Et par contre sur Spotify c'est un peu différent. Là je dois verser des droits. Donc en fait je passe par un distributeur qui paye l'artiste pour moi en gros. Parce que j'ai une seule cover sur Spotify actuellement et sur les autres plateformes. Mais sinon, tout le reste, il n'y a pas trop de problématiques par rapport à ça, quoi. Ouais. Nickel. Est-ce que tu peux me donner 3 dates dans ton parcours, que ce soit musical, entrepreneurial, etc. Les 3 dates les plus importantes pour toi ? Et pourquoi ? Alors, je te donne des dates précises ou une année, périodes. Des périodes, une année, quoi. Donc, première date, ce serait 2020. Enfin, vers mai 2020, quand j'ai lancé mon auto-entreprise. Parce que c'était un peu la consécration de tout ce que j'ai toujours voulu faire, à savoir être indépendante, libre et libre. Oui, libre, pas livre, je ne suis pas un livre. Être indépendante, libre et pouvoir écrire. Parce qu'au départ, j'ai lancé mon auto juste pour pouvoir écrire des articles. Et c'est cette même année que j'ai donc contacté mon ancien directeur qui m'a proposé de faire des cours. Voilà, donc date très importante. Ensuite, deuxième date importante, je dirais février 2022. C'est, il me semble que c'était le 24 de mémoire. Mais je ne suis plus sûre, bref, on s'en fiche. J'ai joué à la laiterie en février 2022 et la laiterie, c'est ma salle de musique préférée au monde. Voilà, c'est tout. C'est à Strasbourg, exactement, ouais. Donc en fait, j'ai passé mon enfance, mon adolescence
à aller voir des concerts là-bas. J'ai vu mes groupes préférés dans cette salle et j'y ai joué. Donc c'était vraiment pour moi le pic de ma carrière. À ce moment-là, en 2022, je me suis dit, tu ne feras jamais mieux. Vraiment, jamais mieux. Sauf que j'ai fait mieux parce que j'ai fait les Dominicains. Les Dominicains, donc, qui se sont passés de mémoire, pareil, le 29 septembre 2024, donc de cette année, qui était absolument merveilleux. Mais vraiment, même encore aujourd'hui, je n'ai pas les mots pour décrire l'expérience que j'ai vécue avec le groupe à ce moment-là, dans ce lieu si magique. Et voilà, donc ça, c'est les 3 dates. Donc 2 dates musicales et 1 date professionnelle. Carrière. Spoiler, en plus, il y a un docu. On est en train de spoiler un truc de fou, là. T'en as absolument jamais parlé, hein, vraiment. Mais tu sais qu'au départ, quand tu avais le principe du documentaire, quand on a fait tous ensemble, qu'on a fait ensemble, c'était absolument pas prévu que ça tourne autour de ça. Mais quand tu m'as dit que c'était une de tes dates les plus importantes, du coup, je suis en train de revoir tout le script et tout le scénario par rapport à ça, tu vois. Alors, ok, comment on fait? Non, mais du coup, si c'est une de tes dates les plus importantes pour toutes les émotions que ça t'a procuré et tout, il faut que le documentaire tourne autour de ça, du coup, tu vois. Oui. Tu vois, et du coup, voilà. Spoiler. Ouais, je comprends. Placement de produit. Allez, c'est parti. On a l'habitude, c'est bon. Mais ouais, au final, c'est des dates qui sont relativement très proches, quoi. Genre, je pensais que t'allais me dire quand t'as commencé la musique, genre à tes 7 ans. Non, même pas. Non, même parce pas. Bah déjà, avec le fonctionnement de ma mémoire, c'est plus simple, tu vois. si Au plus je m'arrête proche. en 2020, vraiment. Non, franchement, c'est mes dates marquantes. Oui, c'est sûr que quand j'ai commencé la musique, c'était un peu le début de tout, mais au final, j'étais tellement nulle au départ. Tu vois ce que je veux dire? Tu apprends, tu fais des erreurs. Aujourd'hui, je regarde mes premières vidéos, j'ai envie de toutes les enlever, je me dégoûte. Mais vraiment, c'est pas possible. C'est que t'as évolué, c'est bien. Bah oui, non, mais par contre, je vois que ça va beaucoup mieux, quoi. Mais j'entends ma voix, je me dis non, déjà, j'avais une voix plus jeune, forcément, donc elle était moins grave qu'aujourd'hui. Un peu criarde, parfois ça chante légèrement faux, tu vois, je me dis oh là là, t'as publié ça et les gens ont aimé, mais non, c'est pas possible. Donc je les regarde plus. Voilà, je les laisse vivre, elles existent, c'est tout. Donc c'est pas marquant en soi parce que j'en suis pas fière. En fait, je suis fière du parcours, mais je suis pas spécialement fière de ces trucs clés, quoi. Ouais. Par contre, ce que j'ai accompli quand j'étais plus adulte, plus mature et plus apte, on va dire, là, oui, c'est beaucoup plus marquant dans mon esprit, quoi. T'as réussi à créer une DA autour de tous tes projets là dernièrement. Une DA qui me fait parfois peur quand je perso quand je dois venir filmer de temps en temps. Elle me fait peur aussi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toute ta direction artistique? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu... Oh bah la mort, hein, la dépression, tu sais, tout ça, tu vois. Non, en fait, vu que mon univers musical est extrêmement sombre, je peux pas faire une DA colorée. Bah déjà, je suis pas quelqu'un de très coloré, hein, ni en termes de personnalité, ni en termes de rien. Mes vêtements sont à 99% noirs, donc à partir du moment où il y a de la couleur, c'est un truc de fou, s'il était parfois. Allez, l'été, il y a quelques robes à fleurs qui traînent. Mais sinon, je m'habille exclusivement en noir, je chante des paroles qui tournent autour de l'anxiété, de la dépression, du deuil et de la mort, tu vois, donc à partir de ce moment-là, je me voyais mal avoir une direction artistique qui soit acidulée, pop et fuchsia. Non pas que je n'apprécie pas ça, hein, bien sûr, mais en tout cas, ça collait moyennement. Et puis, sur le plan personnel, je suis très attirée par les univers de la sorcellerie, les univers un peu gothiques, sombres. J'aime énormément les designs et l'architecture des églises, des cathédrales. Donc tout ça, en fait, ça m'inspire énormément pour ma direction artistique. Alors, je sais que c'est pas révolutionnaire, hein. Il y a plein d'artistes qui ont exactement la même direction artistique que moi, mais je trouve qu'elle colle bien à mon univers, et notamment le dernier clip que nous avons donc réalisé ensemble. On est très représentatif, quoi. On est vraiment sur du sombre, des bougies, des cartes de tarot. Enfin, ça, c'est moi, en fait. C'est concrètement déjà, moi. Déjà, quand on a tourné dans l'église, je trouvais que c'était déjà pas mal. Mais là, tu m'as fait pire. Filmer dans le noir avec des bougies. T'es pas prêt. Super. Ce sera fluorescent. La prochaine fois, tu vas adorer. Non, j'ai pas encore d'idée, mais je vais trouver pire, je le sais. Non, mais c'est vrai que l'église, c'était déjà un beau pic. Ah, c'était déjà pas mal, ouais. Et puis le lieu était super cool. On a tourné dans une chapelle à Mulhouse. Et ça, c'était déjà très beau. Mais je trouve qu'on a atteint un step supplémentaire avec ce nouveau clip. Et d'ailleurs, les gens l'ont vachement remarqué. Il y a vraiment, je ne sais pas combien de personnes qui m'ont écrit en mode « Putain, t'as DA, quoi. Là, il y a un truc. Là, c'est waouh. » Mais du coup, c'est que la direction artistique est importante, quoi. Oui, elle est quand même importante. De toute façon, en musique, malheureusement, tu peux pas que vendre ta musique. Tu es obligé aussi de vendre un pan de ta personnalité et un pan d'image. Parce que le public a besoin de ça, mais nous aussi, on a besoin de ça. Enfin, moi, j'aime bien l'exprimer de cette manière. Je me verrais pas m'exprimer
qu'autour de la musique. Je peux pas juste envoyer un lien audio en mode vas-y, écoute, c'est sympa. C'est pas possible. Il faut créer un univers autour. Ouais. Tout comme moi, j'apprécie la direction artistique de plein d'artistes. J'en adore, je les regarde et je les aime aussi en partie pour ça. Tu t'inspires un peu de tout ça ? De certains, ouais. Certaines personnes, notamment Chelsea Wolfe. C'est une artiste. Pas du tout, mais... c'est pas grave. je te ferai écouter. C'est une artiste américaine. Donc il y a aussi un groupe et qui chante en solo un peu à côté. Elle a aussi une direction artistique assez sombre. Donc c'est pas exactement similaire, mais on est sur le même type de tristesse, on va dire, dans l'univers. Donc elle, c'est une de mes grandes inspirations. En plus, c'est une femme incroyable. Et je l'adore. Il y a plein d'autres artistes comme ça qui m'inspirent. Ou parfois, je prends certains éléments. Chez certaines personnes, je prends pas la totalité du truc. Et puis, ça compose ce que je suis un petit peu, quoi. Voilà. Ouais, tu fais des... Ouais, je fais des micmacs, des mélanges. Des shakers. Exactement. Est-ce que tu as un souvenir marquant d'un concert que tu as pu faire ? Ouais. Alors, ce sera pas forcément un souvenir positif, mais, okay. Mais il m'a fort marqué. Alors Gauthier, si t'écoutes un jour ce podcast, tu te souviendras fort de ça. Alors un jour, j'ai joué au marché de Noël de Colmar. Et je sais pas si tu vois un petit peu à quoi ressemble concrètement le marché de Noël de Colmar, mais il y a un espace nourriture. Colmar, je vois pas le marché de Noël de Colmar. Bon, le marché de Noël de Colmar, il est magnifique, tout va bien, on adore s'y promener, mais il y a un espace nourriture. Donc il y a que des stands de nourriture, en gros sous une espèce de tonnelle. Et j'ai joué là, au milieu de plein de gens qui mangent des tartes flambées, qui boivent des bières, qui sont collés en fait à toi. Et j'ai joué sur environ 1 mètre carré de bitume, un peu surélevé comme ça, donc une espèce de dalle en béton. Il y avait un trou au milieu, donc je devais juste ne pas du tout bouger comme ça. Il faisait, je pense, moins 3 degrés. J'avais les mains gelées, je n'arrivais plus à jouer. Les gens n'en avaient rien à faire. Mais quand je te dis rien à faire, c'est un truc avant que tu continues, il faut quand même dire que jouer dans le froid, je pense que ça doit être énormément complexe pour l'accordement de la guitare et tout. Enfin, j'imagine. Ah mais vraiment. Enfin, oui. Ça, déjà rien que jouer dehors, j'imagine que c'est un défi, quoi. C'est un défi en hiver, oui. En hiver. C'était un sacré défi. Donc en soi, j'ai accepté parce que je me suis dit, cool, sympa, marché de Noël, ambiance et tout. Mais en fait, j'ai pas réfléchi au fait que ma musique était profondément déprimante. Et que les gens étaient là pour passer un bon moment. Donc moi, je chantais, en plus seule, j'étais pas en groupe, j'étais toute seule à l'époque. Parce que le groupe, ça date que de 2023, quoi. Donc j'étais là toute seule avec ma guitare, à chanter des chansons déprimantes au possible, lentes et tout, donc avec ma voix, machin. Et on en est arrivé à un point où les gens n'en avaient tellement rien à faire que je devais lever ma guitare comme ça pour qu'ils puissent passer en dessous de moi. Oh non. Pendant que je chantais. Donc en fait, aujourd'hui, j'y repense et ça me fait tellement rire. Mais sur le coup, j'avais envie de crever. Vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi ? En fait, pourquoi on m'a invité moi ? Pourquoi on n'a pas invité quelqu'un qui fait des trucs joyeux ? Oui, ils se sont dit artiste alsacienne. Ouais, je pense. Après, c'était quelqu'un que je connaissais qui s'est dit, tiens, pourquoi pas, elle fait de la musique, c'est sympa et tout. Sauf qu'en fait, je pense que c'était pas le bon lieu. Et j'ai joué 2 covers, dont une cover de Nirvana. Et là, ça a bien plu. Là, ça chantait et tout. Donc je me suis dit, ok, vas-y, t'en fais plus que prévu. Parce que tes chansons, continue. Non, tu vois, genre, ouais, vraiment. Donc je m'en suis sortie. Et j'ai quand même quelques proches qui sont venus me voir, qui ont bien aimé et tout. Mais... c'était très drôle, mais expérience ultra marquante. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie, quoi. Cette date au marché de Noël de Colmar. Il y a le vieux qui est en train de passer. Genre, ça va, je te dérange ou pas ? Non, mais de fou. En fait, sur le coup, je me suis dit, mais quel manque de respect. Mais tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe quand même, mais les gens s'en fichaient tellement. C'est fou. Je les comprends. Aujourd'hui, franchement, je les comprends parce que même moi, j'aime bien ce que je fais, mais même moi, j'ai pas envie de ça au marché de Noël de Colmar. Je veux vivre un truc un peu festif. Mais ne faites pas ça. Non, voilà, inviter des accordéonistes peut-être. Pas des guitaristes aux accords mineurs, non. Ok, c'est dingue parce que le dernier podcast que j'ai fait, pareil, quand j'ai demandé un souvenir marquant, il m'a aussi donné quelque chose de relativement négatif. Ouais, ça nous marquait bien. Mais non, mais par contre, c'est vrai que le négatif a tendance à te... Enfin, t'as tendance à ressortir le positif quand même et à évoluer. Genre après quelque chose de négatif, d'un coup, tu passes un step au-dessus. Oui, quoi. Mon step, c'était plus jamais. C'était vraiment... Non. Je n'accepterai plus jamais ce genre de truc. Non, mais du coup, t'évolues après... Oui, aussi, oui, tout à fait, ouais. Non, mais plus jamais. Non, mais j'ai évolué dans le sens où, avant, j'acceptais n'importe quel type de date. Parce que je voulais juste jouer. Et aujourd'hui, il y a des choses où je me permets de refuser. Vraiment, je me permets de me dire non, là, je suis pas certaine que les gens apprécieront, je suis pas certaine que nous, on sera dans des bonnes conditions aussi, donc je préfère pas.
Bon, on n'a pas l'occasion de refuser 1 milliard de trucs non plus. Hein, voilà. Oui, mais t'essaies de trouver des dates qui sont plus en accord avec tes valeurs, ça, avec ta DA et tout, quoi. Oui, et puis juste ce qu'on fait comme musique, j'essaye de trouver une cohérence. Je vais pas essayer de m'incruster un plateau rap, tu vois, par exemple. Bon, même si on me dirait non, hein, par automatisme. Mais voilà, j'essaye de trouver une cohérence par rapport à notre projet et par rapport à ce qu'on a envie de faire et au type de public. Voilà. Par exemple, les Dominicains, je savais pas trop en fait à quel type de public j'aurais affaire, mais finalement les gens étaient tellement bienveillants, ils ont apprécié ce qui s'est passé, donc moi j'étais super heureuse. Et le lieu collait très très bien à la musique. Je sais qu'on fera pas des Dominicains tous les jours, mais j'essaye de tendre vers ça en fait, de mettre tout le monde d'accord en fait. Voilà. En termes de revenus, sans forcément nous donner des chiffres, voilà, la musique c'est un domaine qui est relativement compliqué. Il y en a sûrement plein qui ont envie de se lancer. Déjà, comment se base ta rémunération sur un concert où genre les gens ils viennent juste payer leur place, genre comment Ouais, bien sûr. Alors la rémunération, en fait, elle se fait en cachet. Donc le principe du cachet, c'est que la salle qui va t'embaucher pour le concert, en fait, te donne une certaine somme d'argent pour que toi, tu te produises. Et nous, on a un statut associatif avec le groupe. Donc, en fait, l'argent est versé sur le compte de l'association, ce qui fait qu'on ne peut pas se rémunérer nous-mêmes en tant que personne. Par contre, ça permet de payer nos projets. Donc, par exemple, là, en janvier, on va enregistrer un EP. Et cet EP est quasiment financé à 100% grâce à toutes les dates de concert qu'on a eues cette année. Voilà. Donc c'est de l'argent qui est toujours réinjecté dans les projets. Mais on fait que des dates rémunérées, en fait. Même si c'est pas forcément toujours des rémunérations qui sont très très hautes, on essaye au maximum de se faire rémunérer quand même. Voilà. Juste pour pouvoir payer nos projets, payer le trajet aussi jusqu'à la salle, voilà tout ça. Donc c'est comme ça, c'est ce type de système. Et c'est ça qui vous donne droit à terme à ce qu'on va appeler l'intermittence. Donc en fait, pour obtenir l'intermittence, et donc être un intermittent du spectacle, être rémunéré pour des dates, globalement, c'est avec des cachets. Mais il faut un certain nombre de cachets par an pour atteindre cette intermittence. Toi, du coup, au stade où tu en es actuellement, tu n'as pas assez de cachets pour passer en termes de statut. Non, il manque tellement de dates pour pouvoir prétendre à ça. Mais je ne sais même pas si j'aurais envie de l'intermittence. Parce que c'est un statut qui est... Bah, du coup, après, tu te retrouverais peut-être bloqué avec tes cours et tout, peut-être. Quoique, je pourrais continuer à faire les cours parce qu'après, le chômage, tu sais, il serait juste un petit peu réduit. Et je pourrais quand même continuer mon activité de formation. Mais du coup, c'est pas ton but à terme. Non, c'est pas le premier statut auquel je pense. Surtout si je reste à un stade moyen. Si évidemment, un jour, avec la musique, j'explose, ça devient un truc de fou, là, oui, j'aurais pas le choix d'opter pour l'intermittence. Mais si c'est pour rester un espèce de salaire... très faible, non, je préfère continuer à être indépendante et faire des cours, quoi. Pour vivre, c'est un peu plus simple. C'est clair. Quand même. Quels sont les prochains projets ? Alors, les prochains projets, je n'en ai pas. Adieu, merci, au revoir, c'est gentil. Non, donc, prochain projet professionnel, donc ça va être de continuer à travailler avec mes clients actuels, mais également de bosser avec des nouveaux clients. Donc, en 2025, j'aurai des nouveaux clients, notamment dans le secteur de la formation. Et c'est plutôt cool. Je vais un petit peu me diversifier au niveau des centres avec lesquels je travaille, donc j'ai assez hâte. Et j'ai aussi de plus en plus de classes dans les différents établissements dans lesquels je travaille aussi. Donc ça, c'est plutôt cool. Enfin, j'aime bien continuer de travailler avec les personnes avec qui ça se passe bien. Ça paraît assez logique, mais c'est bien. C'est quand même bien de fidéliser ça. Et je me rends compte que quand on me confie davantage de classes, c'est qu'on me fait confiance aussi en retour. Donc ça fait plaisir. Ça, c'est sur le plan pro. Et sur le plan de la musique, donc en janvier-février, on va enregistrer un EP. Cet EP sortira en début d'année. Normalement, je ne peux pas vous communiquer de date pour l'instant, parce qu'on en a strictement aucune idée, mais ça devrait sortir, je dirais, normalement vers mars-avril, si tout se passe bien. Et j'aimerais bien promouvoir cette EP sur scène, idéalement, donc faire une release party, je ne sais pas encore où. Ok, c'est quoi une release party ? Une release party, c'est un concert durant lequel tu présentes ta sortie musicale avec d'autres chansons. Dans l'idée, soit en avant-première, soit le jour de la sortie ou le lendemain de la sortie. Il faut que les dates soient assez proches pour que ce soit un peu logique. Donc l'idée, ce serait de faire un concert un peu de sortie d'EP et après de faire le plus de dates possible. Donc là, on est en train de s'occuper du booking, donc c'est-à-dire de trouver des salles, des festivals qui veulent bien nous faire jouer en 2025. Ça, c'est un petit peu les priorités du moment. Et après, on verra. On verra où la vie nous mène. Ça doit être une logistique de dingue. C'est une logistique de fou, surtout que je fais quasiment tout toute seule. Ouais. Et c'est... Du coup, tu dois communiquer ton set, du coup, j'imagine ? Non, pas forcément. En fait, tu dois te vendre.
Ouais, ok. Tu dois, voilà, c'est ça, tu ton dis commercial, bonjour, ce que je fais c'est bien, s'il vous plaît, faites-moi jouer. En fait, c'est ça. Donc évidemment. Mais pas au marché de Noël. Sauf ça, voilà. Le reste, c'est ok, mais ça, j'accepte pas. Non, en fait, ouais, c'est juste Ouais. vendre ton projet musical et faire en sorte de le rendre intéressant. Donc le but pour moi, c'est vraiment, comme je te l'ai dit précédemment, de contacter uniquement des structures qui me semblent pertinentes par rapport à ce que je fais. Je vais jamais contacter un lieu qui ne programme jamais mon style de musique, par exemple. Je vais toujours essayer de trouver un semblant de cohérence, en fait, dans ça. Et oui, la logistique, par contre, elle est affreuse. Elle est affreuse parce que ça demande énormément d'énergie, ça me demande de tenir des tableaux Excel. Moi, des tableaux Excel, genre, quel enfer en termes d'orga, mais j'ai pas le choix. Si j'en viens à ne pas avoir le choix de m'organiser, c'est qu'on est au bout du bout. donc là, je m'occupe de ça. Puis après, il y a aussi les sorties presse, le côté média, les réseaux sociaux. Donc pour l'instant, je m'occupe de ça quasiment toute seule. J'ai évidemment de l'aide de mes musiciens, hein. Ils sont clairement actifs aussi là-dedans, mais c'est moi qui m'en occupe principalement. Et voilà, donc on espère juste qu'on aura quelques dates en 2025 à pouvoir proposer, parce qu'on adore jouer sur scène. Voilà. Nickel. Et pour finir, si tu te croisais dans la rue, toi, mais la Daria qui commençait, ce serait quoi les conseils que tu pourrais te donner ? Très très bonne question, très bonne question. J'ai déjà réfléchi à ça. Je me suis déjà demandé ce que je pourrais me dire à moi-même. C'est bizarre de réfléchir à ça toute seule, sans qu'on me pose la question, je trouve. Mais c'est pas grave. Et je pense que je lui dirais que tout va bien, que c'est pas grave. C'est pas parce que pour l'instant, t'as l'impression que c'est la merde partout, que ça va durer. La merde aura une fin. Et tu vas trouver ta voie. Vraiment, tu vas trouver ta voie, tu vas te faire entendre, tu vas te faire des amis en qui tu peux avoir confiance. Tu vas trouver un environnement professionnel dans lequel tu te sens bien. Et tu vas trouver un cadre qui te stabilise. Voilà, qui te stabilise surtout sur le plan mental. Je parle pas du tout de stabilité financière. Vraiment, juste mentalement, ça va aller. C'est pas grave. C'est pas parce que tu vis des choses qui sont dures maintenant que ce sera éternel. Et quand on est enfant, quand on est adolescent, on a souvent l'impression que c'est des trucs justement qui dureront toujours, en fait. Quelle que soit la déception qu'on va vivre, on se dit putain, c'est bon, là, c'est la fin. J'y arriverai plus jamais. Le bonheur n'existera plus, alors que fondamentalement, c'est pas vrai. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas vrai. Mais je sais qu'à l'époque, ça a pu être une fatalité dans mon existence, à l'échelle d'une ado et d'une enfant. Donc aujourd'hui, je dirais que tout ira bien et que je peux y croire. C'est ok. C'est bon, tu vas trouver ta voie, quoi. C'est beau. Et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, tu peux me retrouver sur LinkedIn, voilà, sur le plan professionnel, ne l'oublions pas. Voilà, on est quand même un peu là pour ça, sous le nom de Daria Podmarkova, donc qui est mon vrai nom. Et sur le plan artistique, on peut me trouver sous Daria Arkova, donc qui est juste la fin de Podmarkova. Je me suis pas cassé la tête, hein, vraiment. C'était pas du tout un pseudo qui a été très long à trouver. Sur Instagram, Facebook, un peu TikTok, même si je galère à percer sur TikTok. Je communique sur TikTok, hein, mais c'est vraiment pas ouf, quoi. Ouais. Donc, pourtant, j'adore TikTok. En particulier. Mais sur Instagram, on va dire, et sur Spotify, YouTube, toutes les plateformes d'écoute, globalement, je suis là. Toujours. Nickel. Eh ben écoute, merci d'être venu dans merci cet épisode. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Ça m'a fait très plaisir. À bientôt. Plaisir partagé. Ce podcast vous a été proposé par Numérec.